Nous avions donc 3 axes d'exploration pour la construction de notre ville. La nature en ville, la gestion des déchets, mais aussi les bâtiments. Nous n'avons pas procédé de la même façon pour ces 3 axes. Pour le premier axe, la nature en ville, nous sommes partis des questions des élèves sur le sujet et des réponses faites par le mentor. J'avais pensé à une problématique telle que comment la nature peut-elle rendre la ville intelligente? De la même façon, les élèves sont partis dans cette voie. Mais comme notre mentor m'avait incité à reformuler en comment la ville intelligente peut-elle rendre service à la nature, la prendre en compte pour en faire bénéficier la population, j'ai guidé les élèves dans cette direction. Et si je ne me trompe pas, vous vous posiez la question de où on met la ville. Est-ce que la ville, on la met là où il y a de la nature déjà? Ou est-ce qu'on ajoute de la nature dans la ville? Un peu des deux. Un peu des deux, et comment vous faites pour faire ça? Cette discussion en amont avec notre mentor était primordiale pour que je puisse orienter la réflexion dans le bon sens. Nous avions vu qu'une ville intelligente était une ville connectée, sans rentrer dans les détails, et un élève a soulevé le fait que la nature ne pouvait pas connecter la ville. Mettre en forme une question n'a pas été aisé, la notion de problématique restant assez abstraite. Pour moi, une problématique, c'est on crée plein de phrases pour arriver à une seule phrase. Bon, ça cause un peu de problème, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle une problématique. On a un projet, mais on ne sait pas trop comment le faire. On a des choses à faire, mais on ne sait pas trop comment les faire. Du coup, on a une problématique, ça réunit tous les problèmes en une seule question, en quelque sorte. Au même moment, nos coéquipiers de Nuit Saint-Georges ont publié sur Twitter leur problématique sur les transports. Je la leur ai lue, et cela a permis de rendre davantage concret ce qu'on attendait d'eux. En comprenant qu'il fallait intégrer les concepts de nature en ville, ville intelligente et bénéfices pour la population, nous sommes arrivés après de multiples essais et discussions à quel peut être le rôle de la ville intelligente dans la nature pour le bien-être de la population. Pour la problématique des bâtiments, nous sommes partis d'un documentaire, un C'est pas sorcier sur les nouveaux bâtiments. En prenant des notes et en échangeant entre eux après le visionnage, les élèves sont arrivés plus facilement à la question comment construire des bâtiments de plus en plus connectés tout en restant écologiques et économes en énergie. Ces 2 questions ont été envoyées au mentor qui les a validées et a invité les élèves en tout premier lieu à définir les termes importants énoncés dans ces axes de recherche. Ville intelligente, nature en ville et bien-être de la population. Enfin, s'agissant du 3e et dernier axe de recherche, la gestion des déchets, la problématique est venue naturellement. Dès le premier essai, un élève a proposé « Comment gérer les déchets d'une ville intelligente tout en respectant la nature ?» Cela m'a presque surprise que ce soit aussi facile. En parallèle au travail mené en classe, j'ai pu travailler durant toute une journée avec les 2 collègues associés au projet de construction d'une ville du mieux habitée sur Mindtest. Nous nous sommes retrouvés avec des conseillers pédagogiques, mais aussi des chargés de mission de la délégation académique au numérique pour faire le point sur l'organisation et la création de notre ville, mais aussi sur les aspects plus techniques de l'outil de construction Mindtest. Cela a été l'occasion de définir concrètement les bases de notre ville. Elle comptera 300 000 habitants sur une zone carrée de 7 km de côté. De plus, nous avons défini un point central de la ville qui est une zone plane assez grande avec point d'eau proche à partir d'une carte générée aléatoirement sur Mindtest, ceci imposant aux classes de tenir compte des éléments géographiques dans la construction, relief, bois, points d'eau de tailles différentes. Après discussion, il est apparu important qu'en lien avec le travail de recherche sur les éléments constituant notre ville, les élèves puissent maîtriser suffisamment Mindtest. Une première mission impossible sur Mindtest a donc été proposée aux 3 classes pour une prise en main rapide des premières fonctionnalités. Les élèves ont dû construire en binôme une maison d'une taille définie comprenant des éléments de base, une porte, 3 fenêtres, une table, des chaises, un lit, une gazinière, des rideaux ainsi qu'une barrière autour de la maison. Un des objectifs de cette activité était aussi la perception des conditions de construction qu'impose Mindtest avec des blocs d'1 mètre cube. En classe, j'ai entrepris la recherche de problématiques liées à notre projet et aux 2 axes
qui nous concernait, la construction de bâtiments de tout type et l'organisation des transports au sein de la ville. À partir d'une relecture par les élèves des questions posées, ils ont entrepris de cibler les mots ou expressions qui semblaient les plus importantes ou qui revenaient le plus. Ces mots ont été écrits au tableau sous forme de liste dans 2 colonnes. Puis, je leur ai demandé, sur ardoise, d'écrire une question générale sur un axe de travail que j'ai ensuite appelé « problématique », en s'appuyant sur ces mots, mais aussi des verbes proposés en dessous, développer, construire, élaborer. Et en commençant par « comment ». Après une phase de tâtonnement en termes de formulation, sont apparues 2 problématiques qui synthétisaient l'ensemble des points sur lesquels reposaient les premières interrogations. Pour les transports, il s'agissait de limiter la pollution, aérienne et sonore, développer les transports collectifs, imaginer des moyens adaptés aux différents usages et proches de tous. Comment avoir des moyens de transport proches et économes qui soient adaptés à nos besoins? Très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette question, qui est une problématique, elle reprend tous les éléments. Pour les bâtiments, il paraissait important de favoriser la multifonctionnalité de ces derniers, travail, habitat, services, commerce, de développer des bâtiments respectueux de l'environnement, énergie, matériaux, et intégrant la nature. Dès lors, des essais oraux des élèves ont abouti aux 2 problématiques de la classe. La première étant comment développer les déplacements doux et économes en énergie tout en conservant la proximité, la souplesse et l'adaptation aux besoins de chacun. Et la seconde, comment développer des bâtiments multifonctions, habités, consommés, travaillés, qui soient respectueux de l'environnement et intégrés le mieux possible à celui-ci. Pendant cette étape, l'idée de faire une enquête sur le terrain a germé et j'ai proposé à mon mentor de faire concevoir aux élèves un protocole d'enquête à Dijon, ville semblable dans ses caractéristiques à la ville de notre futur projet. La question s'est posée de savoir sur quoi enquêter. En effet, il était possible soit de comparer un écoquartier récemment construit avec un quartier plus ancien, soit de recueillir des données dans 2 écoquartiers différents. La deuxième solution est apparue comme la plus intéressante car elle permettait de trouver plus d'informations pour répondre à nos questions, mais aussi de pouvoir distinguer les choix faits par les architectes qui ont dû tenir compte de l'implantation d'un quartier dans une ville aux infrastructures déjà existantes, notamment en termes de transport. En effet, notre projet ne s'inscrit pas exactement dans le même système puisque nous partons d'un territoire vierge de toute construction. Mais il est apparu logique, en lien avec le mentor, de lister les choix pertinents mis en œuvre dans ces écoquartiers, mais aussi les limites posées pour les prendre en compte et y remédier dans nos choix futurs pour nos aménagements. Dans ce projet, je trouvais important que la phase de recherche se fasse comme dans la vraie vie. Pour cela, elle a pris plusieurs formes. Elle a tout d'abord été compétitive. Ainsi, pour chacune des 3 hypothèses sur lesquelles nous avons travaillé, 2 groupes se sont opposés afin de comparer les données trouvées et d'avoir du recul sur les résultats. S'il y avait trop de différences sur une expérimentation semblable, on s'interrogeait sur les sources, les informations et sur les calculs. Mais la recherche a également été collaborative au sein des groupes essayant de valider la même hypothèse. En effet, un groupe pouvait venir en aide à l'autre quand il lui manquait une information. Il est aussi important que les élèves d'un même groupe soient solidaires et assument ensemble les réussites, mais aussi les erreurs, les échecs. On entend trop souvent les élèves dire après une remarque « c'est lui qui a écrit », les autres se dédouanant de l'erreur. Oui, il y a un secrétaire, mais les autres sont là pour l'aider dans l'écriture. Dans une équipe, on se serre les coudes parce qu'ensemble, on est plus fort. Chacun doit pouvoir tenir un rôle le mettant en valeur. Le travail de groupe, pour certains, c'est difficile ou pour d'autres, moins. On arrive très bien à travailler en équipe. Après, il faut savoir accepter l'opinion des autres. On a chacun des opinions différentes, mais si on met tout ça ensemble, ça rend un truc super. La collaboration dans notre projet est très importante. Nous avions un thème qui offrait de nombreuses pistes. Pour gagner du temps et responsabiliser les élèves, j'ai organisé les recherches en parallèle. Lors de la conclusion, chaque groupe a pu présenter ses recherches et ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que produire une seule énergie renouvelable n'est pas suffisant pour alimenter une ville, chacune ayant ses propres contraintes.
Finalement, une collaboration intergroupe, inattendue celle-là, s'est mise en place quand un obstacle commun a été rencontré. Nous avions besoin de connaître les prévisions de consommation en énergie électrique d'une ville de 300 000 habitants, fonctionnant sans énergie fossile. Tous les groupes se sont associés afin de trouver plus rapidement les informations nécessaires pour avancer. Les groupes ont été constitués en fonction de l'envie de traiter un sujet, éolien, solaire, hydraulique. Au tout départ, chaque groupe devait faire le bilan des connaissances du groupe, des points manquants, et puis chercher les informations dans des documents. L'organisation était libre, mais très rapidement, des élèves se sont mis à ne rien faire et ont attendu que le temps passe, soit parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, soit ils étaient dépassés par les tâches, soit parce qu'ils préféraient que les autres fassent à leur place. J'ai très vite instauré des fiches missions pour que chacun ait une tâche adaptée à ses besoins et à ses capacités en termes de recherche et d'analyse. Dans ce projet, nous avons pu réinvestir à grande échelle la démarche expérimentale que nous avions déjà mise en place en lecture lorsqu'il s'agit de traiter les inférences. On est face à une question, mais les réponses ne sont pas explicites. On émet donc des hypothèses, on cherche des indices qui justifient nos réponses, on compare, on argumente pour les défendre auprès des autres élèves, on conclut. Et si on ne trouve pas la réponse, on cherche de nouveaux indices, on émet de nouvelles hypothèses, et ainsi de suite. Par ce projet, nous avons donné une vision nouvelle de la géographie aux élèves. Pour comprendre les relations humaines et les principes de vie, il faut faire des liens entre les différentes matières. Utiliser les connaissances acquises dans d'autres domaines. Proposer des situations complexes est très important pour les élèves qui perçoivent bien trop souvent chaque domaine bien cloisonné. Ils ont besoin de vivre des expériences faisant appel à leurs compétences dans les différents domaines. Ici, les élèves ont dû utiliser ou découvrir des connaissances et des compétences pluridisciplinaires. En géographie sur la ville, sa composition, les transports, l'environnement, le confort, mais aussi en mathématiques avec la maîtrise d'outils statistiques, la proportionnalité, les échelles, la lecture de plans, la représentation 3D pour l'aspect modélisation ou dans le dessin de mobilier urbain. En français, quand ils ont lu des documents, écrit des comptes rendus, des cahiers des charges, des demandes, des scénarios, des chroniques web radio, des demandes pour le mentor et d'autres, ou bien à l'oral quand il a fallu poser des questions pour mener une enquête, enregistrer des capsules, animer la web radio et communiquer avec le mentor. Ils se sont mis à la place d'un chercheur et ont adopté la même démarche en respectant les principes d'éducation morale et civique et en maniant un outil de notre quotidien, le numérique. Je pense qu'on apprend mieux, plus vite, oui, avec ces outils. Parce que déjà, on voit ce qu'on fait et ça nous motive de se dire que c'est un jeu et qu'on peut faire ça en classe. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, nous avons dû faire appel à des compétences inattendues, comme l'écriture et les calculs autour des grands nombres, l'acquisition de vocabulaire en anglais puisqu'une grande partie des modes utilisés dans Mindtest sont dans cette langue. Afin de gagner du temps dans la construction, il a fallu apprendre le vocabulaire.